Karen, 35 ans, ne s'est toujours pas remise du drame de sa vie, la mystérieuse disparition de son père. C'est fait de mon père avec moi sur les genoux. Là, il devait avoir peut-être 27, quelque chose comme ça. Moi, j'avais 2 ans. Ça, c'est peu avant sa disparition. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles de votre père? Ça fait 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans. Vous pensez qu'il a disparu, Je pense que Fatima l'a tué, ouais. Fatima Anchad était la compagne du père de Karen. Une très belle Marocaine, charmeuse et élégante. Aujourd'hui âgée de 60 ans, elle est en prison à Fleury-Mérogis, mise en examen pour l'assassinat de l'homme qui partageait sa vie. La justice la soupçonne de l'avoir fait disparaître pour récupérer sa fortune. Du fond de sa cellule, elle clame son innocence et écrit de longues lettres à Karen. Je suis mal parce que je n'ai rien fait et vous pouvez me croire, je suis innocente dans cette affaire. Et je prie Dieu de me rendre cette justice. Mais les soupçons contre Fatima sont d'autant plus forts qu'un autre homme, son mari cette fois, a lui aussi disparu il y a 30 ans. L'affaire Fatima Anchad, c'est l'histoire de 2 disparitions autour d'une femme très intrigante. Nous sommes en 1992. Roger, 42 ans, rencontre Fatima dans ce cercle de jeux, en plein cœur du quartier de l'Opéra à Paris. C'est un homme marié, bijoutier de profession. Ce grand amateur de jeux de hasard et de poker est un habitué des lieux. À l'époque, Fatima a elle aussi 42 ans. Originaire d'un milieu modeste au Maroc, elle a déjà été mariée à un Français. Cette femme très séductrice attire tous les regards, dont celui de Roger. J'ai tout de suite compris qu'il était très amoureux d'elle, ouais, bien sûr. Il est tombé sur son charme? Ouais, complètement. Très vite, Roger se sépare de sa femme. Il s'installe avec Fatima et sa fille Karen dans un appartement du 16e arrondissement, un quartier chic de Paris. Il mène grand train. Roger est patron d'une bijouterie au Louvre des Antiquaires. C'est un flambeur. Ils sortaient ensemble, les restaurants, les voyages, Saint-Martin, Las Vegas. Donc tout ça, ouais, ils le faisaient ensemble, ils partaient beaucoup au Maroc. Quelques années plus tard, Roger a des revers de fortune. Il doit liquider sa boutique. Mais il continue à jouer et à voyager, et les fins de mois commencent à se faire difficiles. En avril 2002, il annonce à sa famille qu'il part 3 jours au Maroc avec Fatima. Je l'ai vu juste avant qu'il prenne le taxi avec elle pour aller à l'aéroport. Il m'a dit oui, je vais partir au Maroc, faire une affaire, ça va durer quelques jours. Donc je reviens, puis quand je reviens, on partira en Israël voir ta tante. Il ne m'a pas donné le détail de l'affaire, mais il m'a juste dit que c'était quelque part un gros coup, quoi. C'est à l'un de ses frères, qui souhaite rester anonyme, que Roger aurait donné plus de détails sur ce gros coup. Il dit qu'il va aller voir une personne que Fatima connaît, en gros, que Fatima connaît et qu'elle a des lingots d'or à vendre qui sont un petit peu douteux et qui veulent vendre ça à quelque chose près à la moitié du prix de ce que ça vaut. Le couple s'envole pour le Maroc. Selon la version de Fatima, il passe 2 nuits à Tanger. Puis elle le dépose dans l'enclave espagnole de Ceuta pour son affaire. Début mai 2002, Fatima rentre à Paris sans son compagnon. Bizarrement, elle serait la seule à recevoir des appels de Roger, qui n'appelle plus sa fille. D'habitude, on avait une relation hyper fusionnelle, donc c'était pas du tout le genre à me laisser sans nouvelles, ne serait-ce que même 3 heures, quoi. Ça n'existait pas, donc voilà, à la limite, les seuls moments où j'avais pas de nouvelles de mon père, c'était la nuit quand je dormais. Et là, je commence à poser des questions à Fatima, pourquoi il t'appelle, il m'appelle pas. Et là, plus ou moins, elle me dit oui, parce qu'il est dans des problèmes, tu comprends, il veut pas t'inquiéter, il veut pas que tu aies des problèmes. 1 mois plus tard, Fatima affirme avoir vu Roger à Marseille. Il aurait de sérieux ennuis et vivrait caché, ce qui expliquerait qu'il ne donne pas de nouvelles à sa famille. À sa demande, elle lui aurait remis 80 000 € en liquide. Et pour prouver qu'il est bien vivant, elle fait écouter à ses proches un enregistrement téléphonique avec la voix de Roger. Ça disait oui, allô chérie, oui ça va, écoute je t'entends mal, il y a de la grisaille sur la ligne, bon on se rappelle. Quelque chose de très bref, mais
il y avait suffisamment de conversations pour que je puisse reconnaître la voix de mon père. Voilà, j'avais tout ce que je voulais croire, c'est-à-dire que mon père était vivant. Karen croit Fatima. Mais le premier à avoir des soupçons, c'est le frère de Roger. En consultant les gazettes de vente aux enchères, il découvre que de nombreux bijoux appartenant à son frère sont mis en vente. Là, vous avez le catalogue du 31 mai 2002. Là, mon frère a disparu. Là, on s'aperçoit qu'il y a une vente qui a été faite à La Rochelle, où il y a des bijoux qui ont été vendus. Là, il y a une montre qui a été mise en vente publique. Là, vous avez une broche, vous avez une bague, toi et moi, rubis et diamants. Vous avez une paire de boutons de manchette. Ce qui m'a perturbé le plus, c'est lorsque j'ai vu la montre de mon frère passer en vente publique. C'était une montre de collection dont il était tombé fou amoureux et qui portait tous les jours du mois et de l'année. J'ai compris qu'il y avait eu un malaise et j'ai compris que je ne verrais plus mon frère. Pour lui, Fatima aurait fait disparaître Roger lors de leur voyage au Maroc. En juillet 2002, il porte plainte pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs examinent alors les comptes de Fatima. Ils découvrent des mouvements de fonds suspects. Le stock de bijoux de Roger a été presque entièrement liquidé. Colliers en platine, broches en or et diamants ont été revendus par Fatima. En moins d'1 an, plus de 300 000 € transitent sur ses comptes. Pour Maître Buchinger, l'avocat du frère de Roger, Fatima aurait fait disparaître son compagnon pour s'approprier tous ses biens. Même les meubles ont été vendus aux enchères et expédiés au Maroc. Il ne reste plus rien, strictement rien. Tout a été vendu, l'argent a été mis sur des comptes lorsqu'il s'agissait de chèques. Le crédit de ces comptes a été décaissé par centaines de milliers d'euros. De toute évidence, il s'agit d'un crime crapuleux. Face aux accusations, Fatima affirme qu'elle a vendu les biens de Roger sur sa demande express, comme le précise son avocat, Maître Garbarini. Monsieur Baldesson avait contracté des dettes importantes. Il a fallu régler les gens qui réclamaient l'argent. Il a fallu faire face aux créances. Et elle a fait face aux créances. Voilà, c'est tout. En vendant les bijoux. En vendant ce que Roger lui avait laissé et lui avait dit de vendre. Vérité ou affabulation, Fatima se dit même rackettée par des proches de Francis le Belge, le célèbre parrain du milieu marseillais que Roger aurait fréquenté. Pendant 5 ans, l'enquête piétine. Puis coup de théâtre en 2007. À Marseille, les enquêteurs découvrent que l'enregistrement avec la voix de Roger est un faux. C'est un ingénieur du son qui l'a réalisé, à la demande de Fatima. Nous avons recueilli son témoignage en caméra cachée. J'ai été abusé par quelqu'un qui est venu me raconter une histoire de fou. Il me disait qu'il y avait des voyous qui le cherchaient et tout ça, qu'il avait quitté beaucoup d'argent à des gens de la mafia. Bon. Voici comment, à l'époque, il a fabriqué l'enregistrement. C'était un message qu'elle avait eu sur son répondeur de maison, sur une micro-cassette. J'ai refait le montage et qu'elle a mis sur son téléphone portable. C'était voilà, en 2 minutes. Mais ça se fait, je veux dire, sans matériel, avec la mini-cassette. Je suis un pro. Le message est très bien fait. Pour Karen, qui pendant 5 ans a cru à l'innocence de Fatima, tout s'écroule. La seule chose sur laquelle tout reposait, c'était ce message téléphonique. Quand j'ai compris que c'était un faux, tout s'est assemblé. Suite à la découverte de ce faux enregistrement, Fatima est mise en examen pour vol, escroquerie et assassinat. Elle est incarcérée. Il y a quelque chose qui va renforcer considérablement les soupçons des policiers. En fouillant dans le passé de Fatima, ils se rendent compte que son mari, Michel Cronier, a lui aussi mystérieusement disparu il y a 30 ans. Cette première grande histoire d'amour avait débuté en 69. Fatima avait alors 19 ans. Elle vivait avec ses parents, une famille de pêcheurs d'Agadir, quand elle avait rencontré Michel, qui travaillait au Club Med. Ils avaient eu 2 filles et vivaient ensemble au Maroc. Mais leur idylle ne va pas durer. En 79, Fatima quitte son mari et part en France avec un autre homme. À l'époque, Chantal, une amie de Michel, héberge le mari délaissé avec ses 2 filles pendant presque 1 an. Là, il dormait là avec une fille de chaque côté. Il était terriblement attaché à ses filles, c'était la prunelle de ses yeux, il y avait une grande symbiose, ses filles, c'était tout. 8 mois plus tard, Michel part travailler en Guadeloupe. Il emmène ses filles avec lui. Fatima les rejoint. Elle affirme qu'elle veut recoller les morceaux, reprendre la vie de famille avec son mari. Elle raconte que Michel les a quittés du jour au lendemain, sans laisser de traces.
Aujourd'hui encore, Chantal n'arrive pas à y croire. Vouloir tout couper et plus jamais prendre des nouvelles de ses filles, pour moi, c'est même pas envisageable. C'est même pas envisageable parce que ses filles, c'était, comme je vous dis, la prunelle de ses yeux et il y avait une telle fusion que, bon, moi j'ai pensé qu'il avait disparu parce que non, c'est pas possible qu'il ait refait quelque chose ailleurs sans prendre des nouvelles de ses filles, qu'il ait pas une fois eu envie de téléphoner ou à ses parents ou à moi pour avoir des nouvelles de ses filles. Sans nouvelles de leur fils, les parents de Michel finiront par penser qu'il s'est suicidé. Une hypothèse à laquelle n'a jamais cru sa sœur, ici en photo avec Fatima. Une trentaine d'années plus tard, interrogée par la brigade criminelle, elle déclare même « Pour moi, Fatima est impliquée dans la disparition de mon frère. » Un mari disparu, c'est un mauvais hasard, quoi. Donc, deux maris qui disparaissent, c'est peut-être elle le mauvais hasard. Mais pour l'avocate Fatima, il s'agit véritablement d'une coïncidence. On est en train de parler, d'accuser une personne sur un fait qui n'est absolument pas établi. C'est quand même incroyable, cette affaire. Il n'y a aucun lien entre le départ de M. Cronier et le départ de M. Bindesson. Ils ont décidé de partir, certainement, ils avaient leur raison. Aujourd'hui, Karen, la fille de Roger, souhaite avant tout pouvoir faire le deuil de son père. Ce que je veux aujourd'hui, oui, je veux le corps de mon père, bien sûr. Bien sûr, je veux le corps de mon père. Aujourd'hui, je me dois de me battre pour lui. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Quand elles seront terminées, Fatima pourrait être jugée devant les assises.